Allez, on va plonger au cœur d'une histoire vraiment fascinante qui se déroule là, maintenant, à l'intérieur de chaque plante. C'est l'aventure incroyable d'une toute petite, simple molécule d'eau. Imaginez un peu, comment une goutte d'eau fait-elle pour arriver tout en haut d'un séquoia de 90 mètres? C'est immense! Surtout qu'il n'y a pas de pompe, pas de cœur pour la propulser. C'est un vrai mystère, non? Alors, comment la plante s'y prend-elle, au juste? Bon, pour percer ce mystère, on va faire simple, on va suivre le parcours d'une seule molécule d'eau. Et ce schéma-là, ce sera notre guide. On part du sol, tout en bas, on remonte par les racines, on traverse la tige, et hop, on atteint la destination finale, la feuille, tout là-haut. Ok, avant de se lancer dans le voyage, il faut comprendre un truc essentiel. Pour une plante, l'eau, ce n'est pas juste pour boire. C'est bien plus que ça. C'est un peu comme son système sanguin, son moyen de transport pour les nutriments. En bref, c'est le carburant de sa croissance. Alors concrètement, comment ça se passe? Comment la plante fait-elle pour boire? Eh bien, tout commence ici, dans le sol, à une échelle complètement invisible à l'œil nu, là où les racines touchent la terre. On pourrait croire que c'est de la magie, mais en fait, c'est un phénomène physique super élégant, l'osmose. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça ne coûte absolument aucune énergie à la plante. C'est un processus entièrement passif. Pour faire simple, imaginez que l'intérieur de la racine est très concentré en sel et en sucre, bien plus que le sol autour. Du coup, par un effet d'équilibre naturel, l'eau est littéralement aspirée à l'intérieur. Elle traverse la fine membrane des cellules, comme attirée par un aimant. Et la porte d'entrée de ce grand voyage, eh bien, la voici. Ce sont les poils absorbants. Il y en a des millions, des filaments minuscules qui démultiplient la surface de contact avec le sol. Ça transforme la racine en une véritable éponge super efficace. Ok, une fois à l'intérieur, notre molécule d'eau se retrouve face à un choix. C'est un peu comme un labyrinthe en fait. Deux chemins s'offrent à elle pour aller plus loin, pour atteindre le cœur de la racine. Alors, le premier chemin, c'est la voie de l'apoplasme, la ligne rouge. C'est une sorte de voie rapide, elle se faufile entre les cellules. Le deuxième, la voie du symplasme, en bleu, est plus directe. L'eau passe à travers les cellules. Mais attention, la voie rapide, la rouge, elle se termine en cul-de-sac. Et ce fameux cul-de-sac, c'est la bande de Caspari. Pensez-y comme un joint d'étanchéité parfait. Il oblige toute l'eau à passer par l'intérieur des cellules. C'est un point de contrôle super important qui permet à la plante de filtrer absolument tout ce qui entre dans son système. Un véritable service de sécurité en somme. Voilà, notre molécule a passé le contrôle de sécurité. Elle a montré patte blanche. Maintenant, elle peut enfin emprunter ce qu'on pourrait appeler l'autoroute de la plante, pour commencer la grande ascension. Alors, cette autoroute, ce système de plomberie, il est composé de deux types de tuyaux. D'un côté, on a le xylème, c'est lui qui transporte l'eau et les minéraux, toujours vers le haut, et de l'autre, on a le phloème. Lui s'occupe de transporter les sucres, ceux qui sont produits par la photosynthèse, et il le fait dans les deux sens. Et là, on voit très bien la différence. Le xylème, c'est un simple tube creux qui est formé de cellules mortes. C'est parfait pour faire monter l'eau, c'est direct. Le phloème, à côté, c'est un réseau beaucoup plus complexe, fait de cellules vivantes. Et c'est logique, puisqu'il doit gérer le transport des sucres partout dans la plante. Notre molécule est donc maintenant embarquée dans ce qu'on appelle la sève brute. Et là, attention, parce que l'ascension est rapide, ça file vers le haut à une vitesse vraiment étonnante, défiant complètement la gravité. On approche de la destination finale, la feuille. Et c'est là que le mystère s'épaissit encore un peu. Parce que la feuille, ce n'est pas seulement le point d'arrivée. Non, c'est aussi le moteur secret qui tire toute cette colonne d'eau vers le ciel. Alors là, accrochez-vous bien. Plus de 90%, oui, plus de 90% de toute l'eau que la plante absorbe est tout simplement rejetée dans l'atmosphère. Elle n'est même pas utilisée pour la croissance. Alors on se demande, pourquoi un tel gaspillage? Eh bien la réponse, elle tient en un seul mot, la transpiration. Ce qui ressemble à une énorme perte, à du gaspillage, est en fait la clé de tout le système. C'est ça, le véritable moteur de l'ascension. En fait, pour être précis, il y a trois forces qui travaillent ensemble. D'abord, il y a une toute petite poussée qui vient des racines. Ensuite, il y a un peu d'adhérence aux parois des tuyaux, c'est la capillarité. Mais le plus important, la force principale, c'est une puissante aspiration qui vient des feuilles. C'est elle, le moteur. Alors voilà comment ça marche. L'eau s'évapore par de minuscules pores sur la feuille qu'on appelle les stomates. Et, en s'échappant, chaque molécule d'eau tire sur celle qui est juste derrière elle. Un peu comme les maillons d'une chaîne, vraiment. Cette tension, cette traction, elle se propage tout le long de la plante et c'est ça qui tire toute la colonne d'eau depuis les racines.
On le voit bien, ce système est une petite merveille d'ingénierie naturelle. Mais c'est aussi un équilibre incroyablement fragile. La plante doit en permanence gérer cette évaporation pour ne pas, tout simplement, se déshydrater. Et qu'est-ce qui se passe quand cet équilibre est rompu? Eh bien, si la plante transpire plus vite qu'elle n'absorbe d'eau, elle se flétrit. C'est une image que tout le monde connaît, non? La petite plante d'intérieur qui a soif et qui commence à piquer du nez. Il y a plein de facteurs qui influencent cette mécanique de haute précision. La chaleur, le vent, l'humidité de l'air et bien sûr la quantité d'eau qu'il y a dans le sol. La plante doit constamment jongler avec tous ces éléments. Le voyage de notre petite molécule s'achève ici, mais il ouvre la porte sur une question beaucoup plus vaste. Maintenant, imaginez ce processus, mais répété par des milliards et des milliards de plantes, sur toute la planète. Quel est l'impact de ce gigantesque moteur végétal sur notre climat, sur le cycle global de l'eau? Ça donne le vertige, non?